Thierry Roux, vice-président de la métropole du Grand Nancy, en charge de la rénovation urbaine et de la politique de la ville. Quelques mots d'introduction sur le contexte de la présentation qui va être faite ensuite par Alexandre Chemetov et Fred Richard sur la rénovation urbaine du plateau de Haye. Entre 2004 et 2017, la métropole du Grand Nancy a porté un premier projet de rénovation qui concernait 6 sites, et 40 000 habitants. Il a permis de développer des moyens importants de l'ordre de 550 millions d'euros d'investissement, dont 127 millions par l'ANRU. 15 ans après le lancement de ce projet de rénovation urbaine multisite, qui est en voie d'achèvement, la métropole du Grand Nancy, les villes, les bailleurs, en lien avec les habitants, s'engagent dans la phase opérationnelle d'une nouvelle étape de renouvellement urbain de l'agglomération sur la période, cette fois, 2019-2029. Ce projet est estimé à 384 millions d'euros d'investissement hors taxes et il est soutenu par l'ANRU à hauteur de 144 millions d'euros. Il concerne 3 quartiers cette fois-ci, le plateau de Haye, donc sur les communes de Laxou, Maxéville, Nancy, et puis Aussonville-Nation à Nancy et Vendeuvre, qui poursuivent leur transformation, ces 2 quartiers, et puis le quartier des Provinces à Laxou, qui va bénéficier pour la première fois d'un projet de renouvellement urbain. On peut souligner d'ailleurs que ce projet propose une programmation urbaine très ambitieuse qui va transformer radicalement ce quartier. Le plateau de Haye, puisque c'est de lui que nous parlons plus particulièrement aujourd'hui, et les Provinces à Laxou sont 2 quartiers d'intérêt national. Les Nations à Vendeuvre est classé d'intérêt régional. Alors ce programme a reçu un accueil très positif de la part de l'ANRU et de ses partenaires, et il a été validé lors du comité d'engagement qui s'est déroulé en avril au siège de l'ANRU à Paris. Une déclaration d'engagement a été signée avec l'ANRU en juin dernier, et nous sommes maintenant dans le dernier temps fort de ce processus de contractualisation avec l'ANRU, avec la rédaction de la convention pluriannuelle qui sera signée d'ici la fin de l'année. Action Logement sera présent sur les 3 quartiers, c'est important de le signaler, avec un volume global de contrepartie attendu de 150 logements, dont une 50aine par la foncière logement et une 100aine par les filiales. Le nouveau projet de renouvellement urbain du plateau de Haye, qui va vous être présenté dans quelques instants, a été défini collectivement entre 2007 et 2019, avec l'appui donc de l'architecte urbaniste paysagiste Alexandre Chemetov, qui prendra la parole après moi, et puis selon le concept de la ville de la forêt. Ce projet est le fruit de nombreuses études, mais aussi d'une large démarche de concertation qui a pris des formes multiples, des ateliers, des micro-trottoirs, des tables rondes, des événements publics. Concertation qui est engagée, donc, je vous le disais, depuis 2017, avec l'ensemble des habitants du quartier, les usagers, les associations. D'ailleurs, cet après-midi, un nouveau rendez-vous est fixé avec les habitants et les usagers du lieu sous forme d'un forum composé de stands thématiques. Ils seront présentés le projet urbain, le calendrier des transformations d'ici 2029. Et puis ce forum permettra également à chaque habitant de trouver une réponse personnalisée à ses interrogations. Ce nouveau projet s'inscrit donc dans la continuité du premier projet, mais la poursuite du changement d'image du quartier implique qu'il y ait une évolution spectaculaire, on peut le dire, de plusieurs secteurs emblématiques du quartier. Vous allez pouvoir en juger vous-même. Ce qui va être expliqué par Alexandre Chemetov et Frédéric Richard, à qui je cède la parole, si c'est dans cet ordre-là qu'on intervient. Bon, je vais
présenter le projet et puis vous m'interrompez, Frédéric, pour... voilà. Non? On fait comme ça? De toute façon... Voilà. Donc on dit j'y vais alors. Oui. Donc comme vous venez de le dire, entre 2004 et 2016... On a le timing. Hein. Voilà. Ça va. Entre 2004 et 2016, on a pris le chemin de la ville et on peut dire que sur le plateau de Haye, voilà, je vais vous raconter ce qu'on a fait. Ça, c'est la situation géographique avec l'autoroute ici, le zénith, la forêt de Haye, et puis la différence de niveau avec le canal de la Marne au Rhin qu'on voit passer ici, et le plateau tel qu'il était à ce moment-là. On voit bien là l'image avec les carrières Solvay qu'on voit ici, la tour panoramique dont le sommet était occupé longtemps par l'agence d'urbanisme, et puis les deux barres du Tilleul et du Cèdre, regroupant à L2 1500 logements, construits en 1962 par l'architecte Bernard Zerfus. Et puis les tours étoiles ici, 1, 2 et 3, qui, chacune d'elles, contenait 250 logements. Avec le site des carrières Solvay ici et le front de taille qui était par là. Donc on a imaginé une transformation qui a été réalisée assez déterminante, avec la démolition d'une partie du cèdre bleu, et la construction du site Solvay, des carrières, avec l'implantation de la maison d'arrêt, mais surtout l'aménagement d'une centaine d'hectares d'espace public qui a complètement relié ce quartier et fait qu'on est passé d'un état précédent, mais en s'appuyant sur la structure de l'héritage, au fond, de toutes les périodes qui avaient constitué le plateau. Donc voilà les premiers travaux qu'on a faits, qui étaient les travaux de terrassement sur le site des carrières, 800 000 m3 de terre manipulée, avec ce qu'on voit au centre, là, c'est les traces de l'ancien préverdissement qui avait été fait en 85, avec ces fameux bosquets de pins ici qu'on voit, et là vous voyez les travaux de fondation de la maison d'arrêt. Donc et voilà l'évolution du site avec la constitution du parc à partir du préverdissement et puis la construction des premiers logements et le système de voies qu'on voit se dessiner. De la même façon ici, vous voyez les tours étoiles, les barres du Cèdre et du Tilleul, la vallée de la Meurthe ici, le plateau de Malzéville dans le fond, et puis les travaux de terrassement qui ont permis l'édification du nouveau quartier sur la trace des anciennes carrières. Donc voilà l'évolution ici, on voit la disparition de la tour étoile, l'ouverture entre le Tilleul et le Cèdre, enfin je ne reviens pas là-dessus. La construction de nouveaux commerces avec le bureau de poste qui sert un peu de témoin, donc on réalise pour l'office comme témoin du centre commercial à venir, avec un toit planté, et aussi une économie du projet qui est au centre de cette démarche, avec l'installation du marché du dimanche, qui est le plus grand marché du département, donc qui s'installe le long de l'avenue Raymond Pachard, puisque c'est cette avenue qui longe le Tilleul et le Cèdre porte le nom d'un ancien maire de Nancy, donc voilà, Raymond Pachard. Voilà le site du Marronnier Rouge, l'ancienne tour étoile du Marronnier Rouge avec son parking et le bâtiment du Tilleul argenté, avec la construction des premiers logements en accès locatif, donc avec l'office. C'est Christian Zomeno qui est l'architecte de cette opération. Et on l'implante de façon à garder là, les armes du parking du Marronnier Rouge, et en essayant de tirer avantage de toutes les infrastructures et de tout ce qui existe sur le terrain. Voilà
l'arrière des bâtiments du Tilleul ici, et sa transformation. Voilà le quartier des Aulnes, tel qu'il était et tel qu'il est devenu. Voilà le quartier de Champ-le-Bœuf avec le terminus des autobus tel qu'il était et tel qu'il est devenu. Voilà le Merlon qui séparait le site de Solvay de l'avenue Pinchard, et ce merlon était destiné à protéger les habitants des tirs de mines dans la carrière Solvay. Et on voit une chose qui a disparu et qui paraît totalement anachronique, qui est un passage souterrain, donc pour les piétons, pour passer sous l'avenue Pinchard. Enfin, c'est un endroit absolument extrêmement sympathique, quoi, un vrai lieu de rencontre. Et voilà comment l'endroit est devenu, avec les nouveaux commerces et l'emplacement du marché. Voilà le quartier des Aulnes, séparé du site Solvay et désormais relié au site Solvay par cette voie assez pentue sur laquelle passe une ligne d'autobus. Voilà dans le quartier de Champ-le-Bœuf la route qui longeait l'autoroute avec des camions garés et le bruit de l'autoroute extrêmement fort. Et voilà maintenant le parc linéaire avec un mur anti-bruit d'1,1 km de long qui faisait partie des propositions de l'ANRU. Parce que quand on a rencontré les gens du quartier, ils ont dit, écoutez, le problème numéro 1 de notre quartier, c'est le bruit de l'autoroute. Donc si vous ne réglez pas ce problème, c'est même pas la peine de continuer à discuter. Et voilà l'avenue Jean Monnet telle qu'elle était hier et telle qu'on l'a structurée. Et on va voir que ces travaux étant terminés, la question qui reste posée, c'est celle-là. C'est-à-dire, est-ce qu'il est possible de réussir la transformation de ce quartier, vraiment, alors qu'on a toujours ces barres d'habitation qui constituent une barrière entre le plateau et la ville. Et donc c'est une question qu'on avait partiellement traitée dans la première phase, et qui, comme vous allez le voir, est devenu le point central de la deuxième phase de l'ANRU. Et on reviendra là-dessus. Donc voilà l'état des lieux qu'on a dressé à la fin de cette période. Donc une nouvelle carte à partir duquel on pouvait écrire une nouvelle histoire. Et donc cette nouvelle approche qu'on a engagée entre 2017 et maintenant. Donc un périmètre d'études élargi, de 600 hectares, avec un léger paradoxe qui fait que, alors qu'on nous encourageait à prendre un périmètre plus large, en vérité, l'ANRU limite son intervention au strict périmètre au strict périmètre des quartiers en difficulté. Donc je trouve qu'il y a une réflexion à avoir sur cette idée de... Enfin, est-ce que l'action doit porter sur le périmètre strict des quartiers en difficulté ou, à mon sens, elle devrait être étendue et on devrait sortir de l'idée que la politique de la ville est une exception pour se dire que c'est une manière comme une autre de faire un projet urbain. Mais enfin, c'est la limite de l'exercice, mais on va voir comment on a avancé avec ça. Dans la première phase du projet, on avait fait du partage du projet un élément central de la discussion. Et il y avait eu un événement tout à fait extraordinaire, c'était dans les grands salons de l'hôtel de ville, place Stanislas, le plan de transformation du quartier qui avait été posé au sol. Et ça veut dire que c'était une façon pour le maire de Nancy, président de la communauté urbaine à ce moment-là, d'affirmer que la destinée du plateau concernait non seulement les habitants du plateau, mais la communauté tout entière. C'est-à-dire que, et symboliquement, c'était place Stanislas, dans l'hôtel de ville, que se discutait le devenir de ce qui allait se passer sur le plateau, et non plus simplement dans la maison de quartier, dans les abords immédiats des quartiers en difficulté. Donc ça, c'était un geste symbolique extrêmement fort, ce qui était à la base de cette discussion qui s'est engagée. Mais nous avons poursuivi cette discussion sur le site même, là, dans l'agence dans nos bureaux au Tilleul Argenté,
puisqu'on s'était installé sur place pour mener ces travaux d'importance de la première tranche. Et on avait cette grande table qui nous permettait de poursuivre des discussions, des réunions de quartier pour écouter ce que chacun avait à dire, et puis d'autres rendez-vous dans l'endroit qui avait été créé et qui est une sorte de salle à manger d'extérieur, comme ça, où les gens peuvent cuisiner sur place, quoi, la cantine ou la cuisine du plateau, avec ces tables. Et on s'est installé là pour 48 heures, quasiment non-stop, pour recevoir les gens du quartier et discuter du projet. Voilà, d'une façon tout à fait ouverte, dans un endroit non fermé. Donc les gens qui passaient par là pouvaient venir et prendre part à la discussion. Alors, de ça, il est sorti un certain nombre d'idées. Et la première, la ville diverse. Donc, comment on gère la diversité d'un quartier comme celui-là, qui est un quartier un peu monospécifique quand même. Le deuxième point, c'est la ville reliée. Et le troisième, c'est la ville de la forêt. Mais ce qui va nous occuper aujourd'hui, c'est essentiellement la première partie. Alors, pendant le temps où on menait ces réflexions, on a réalisé avec le NI, qui est une coopérative de production adossée sur l'office, et qui peut produire des logements accessibles. Et donc la commande, c'était des maisons, sensiblement de 100 mètres carrés chacune, qui pouvaient être vendues 150 000 €. Et donc on en a réalisé 28 qui sont vendues et qui sont des maisons à l'intérieur duquel il y a une petite cour, un patio, etc. Donc voilà, c'est des maisons faites dans une certaine économie, mais soigneusement faites. Les gens en ont pris possession. On est en train de finaliser les travaux et les gens sont installés. Et ça devient, parce que l'idée qui nous occupait à la fin de la première période, c'était qu'on avait réussi à faire les logements sociaux, les équipements, mais que les terrains qui avaient été aménagés pour recevoir de l'habitat privé restaient vides. Et donc c'est la question comment... Et le nid, enfin cette opération du nid est importante parce qu'elle montrait que des gens pouvaient venir ici habiter ce quartier. Et les statistiques ont montré que 65% des acquéreurs venaient d'autres quartiers de la ville et pas seulement du plateau. Et ça nous a donné un signe très encourageant pour poursuivre. Alors, quand on avait fait la première tranche, il y avait eu un acte décisif qui avait été fait, c'est de démolir 390 logements pour ouvrir, voilà, faire que le plateau soit ouvert sur la ville. Et que ce qui était une barrière, enfin, devienne une ouverture. Le Cèdre Bleu était la plus longue barre d'Europe, logement collectif. Et le cumul du Cèdre et du Tilleul, c'était près d'1 kilomètre, quoi. Enfin, je veux dire, on était dans un... ça barrait l'horizon. Donc ça, c'était un premier geste tout à fait important. Parce que ce qui nous avait amené à faire ce choix, c'est que quand on est dans ces bâtiments, qui sont orientés plein sud, vers la ville, vers la vallée de la Meurthe, à l'horizon desquels on voit les Vosges, quoi. C'est-à-dire que, pour le coup, on est vraiment dans le Grand Est. Physiquement. On le voit bien d'ailleurs d'ici, si vous retournez, on voit bien où sont les bâtiments. On est dans la cuvette et on a le tilleul argenté qui regarde, qui passe au-dessus de la ville et qui va bien au-delà. Et il y a environ 130 mètres de dénivelé entre le bord du canal de la Marne au Rhin et le plateau. Et donc voilà cette vue générale du plateau avec les deux bâtiments et l'idée de les diviser en 6 bâtiments distincts et de prendre la décision de démolir aussi la tour panoramique. Et donc on va développer les raisons qui font qu'on a pensé qu'il fallait faire tout ça. Alors parce que ça veut dire que l'enjeu
L'enjeu principal, c'était de faire en sorte que cet habitat qui n'était plus désirable puisse le redevenir. Et que ces bâtiments puissent demain devenir des bâtiments comme les autres dans la ville et pas une sorte d'exception qui fait que seuls les gens qui ne peuvent pas habiter dans d'autres endroits vivent là. Et donc c'est cette ambition qu'exprime Frédéric Richard, qui est de dire, en fait, cette deuxième tranche de l'ANRU, quoi, c'est une façon de sortir définitivement de la politique de la ville pour le quartier du Plateau. Et donc c'est cette ambition qu'on a présentée en disant que cette transformation du tilleul, du cèdre et de la tour panoramique n'était pas négociable. Le reste, peut-être, d'ailleurs ça a fait l'objet de la discussion, mais ça, c'était ce qu'il fallait absolument accomplir. Alors ce qui est intéressant en termes de méthode, c'est que c'est bien la transformation de logement qui devient le vecteur de la transformation de la ville. C'est-à-dire souvent on a tendance à aborder le problème de la ville, enfin à partir de la forme urbaine, et souvent dans les présentations que j'ai entendues des projets de renouvellement urbain, on parle de rues, de places, de perspectives, de continuité, etc. Mais la question du logement devenait une question centrale ici, non seulement de l'image des bars, mais de la façon d'habiter chacun des appartements qui constituent les 1200 logements du Tilleul et du Cèdre, et donc aussi la nécessité de réfléchir à partir du logement, de réfléchir à partir de la tour panoramique, qui est une tour à moitié vide, et qui par ailleurs étant un IGH, occasionne une perte annuelle de charges de 500 000 € par an pour l'office. Donc c'est des données qui font que, si vous voulez, ça devient un problème central. Et donc je veux développer un peu cette idée. Donc comment on travaille autour du tilleul, du cèdre et de la tour panoramique. Voilà une vision un peu schématique du tilleul et du cèdre. Et voilà ce que nous proposons. Alors c'est pas seulement un changement d'image. Ça consiste à dire que en haut, vous avez l'état des lieux. Au milieu, on dit, on a donc le fractionnement, mais aussi l'idée de dire qu'au rez-de-chaussée, on a des locaux associatifs, qu'au premier étage, on a des bureaux, qu'ensuite, on a des logements. Mais ces logements qui sont aujourd'hui les mêmes logements du rez-de-chaussée au dernier étage, avec un T3 qui soit bon ou mauvais, vous avez le bon ou le mauvais T3 empilé sur 15 niveaux. Et donc, c'est une question aussi de répartition des types, quoi. Et la diversité, donc cette diversité, elle n'est pas seulement une diversité urbaine ou de la forme urbaine ou des assemblages urbains, elle est aussi la diversité de l'offre d'habitat. Comment on reloge les associations là où elles étaient et comment, vous voyez comment c'est composé la barre. C'est pas seulement un long bâtiment. C'est un bâtiment répétitif du point de vue des typologies. Le problème n'est pas qu'il est mal dessiné, il est ni mal dessiné, ni mal construit, ni mal conçu. Il est simplement, il propose le même studio, le même 2 pièces, le même 3 pièces, du sol au dernier étage, et ça sur la longueur du bâtiment. Et donc quand vous avez, si je détaille l'appartement qui est là, la cuisine est là, le séjour est là, il faut traverser un couloir pour aller du séjour à la cuisine, et la cuisine fait moins de 7 mètres carrés, si vous voulez, ça ne fait pas un bon logement. Et le balcon fait 70 ou 80 cm de large, et donc on ne peut rien y faire. À ça, vous rajoutez des ascenseurs qui desservent des demi-niveaux. Voilà les ingrédients d'avant. Et donc les ingrédients d'après, c'était de permettre une offre, une granulométrie des typologies. Dans chaque ensemble de 2 grandes barres, on passe à 6 résidences. Voilà. C'était aussi de remettre tous ces logements accessibles. Donc on a pris le parti avec Alexandre de supprimer les cuisines existantes pour repasser une cage d'ascenseur où on tient à 2 personnes et il y a des fois, en fonction de la
la corpulence des personnes, on respire chacun son tour compte tenu de la cage d'ascenseur. Les emménagements et les déménagements deviennent énormément problématiques, ce qui complétait le manque d'attractivité lié aussi à une historique réputation du quartier sur lequel on a travaillé et on a évolué les choses. Mais à un moment donné, il fallait que pour attirer une nouvelle population, parce que ça c'est un point aussi sur lequel moi je vais rapidement intervenir, vous dire aussi que quand on a fait l'ANRU 1, sur la partie de Solvay, l'ANRU nous a conditionné les financements qu'il nous octroyait au fait que lorsqu'on aurait un préavis, sur 50% des préavis sur ces nouvelles constructions, il nous demandait de les attribuer à des personnes extérieures au quartier avec 3 profils recherchés, des actifs familles, des retraités et des étudiants. Donc on a 10 ans de recul aujourd'hui sur ça et on s'est rendu compte que la recomposition sociale qu'on avait réalisée sur cette nouvelle offre de petits logements, elle a tenu et elle ne s'est pas détériorée. Parce que, aujourd'hui encore, nous appliquons les 50% avec des personnes extérieures au quartier. C'est pas toujours facile, parce que quand j'ai pris mes fonctions en 2014, des fois mes collaborateurs expliquaient aux habitants qu'il n'y avait pas de logement de libre. Or, ils connaissent les préavis avant nous. Moi, en réunion publique, j'ai rectifié le discours, j'ai dit non, il y a des logements qui se libèrent sur lesquels vous n'êtes pas éligible, et j'ai expliqué pourquoi, parce que l'ANRU nous avait demandé de permettre un brassage pour une stabilité de la recomposition sociale. Et sur ces barres existantes, on voit bien aujourd'hui, puisqu'on a les 2 mêmes périodes de 10 ans, que la paupérisation a augmenté. Puisque sur ces barres existantes, nous n'avons pas les 50% de personnes extérieures au quartier, parce que l'offre du bâti, comme nous ne l'avons pas repris, n'est pas suffisante pour que je puisse attirer 50% en proportion. Donc l'avantage, c'est qu'on a ce témoin. C'est là-dessus qu'on s'est basé pour dire à l'ANRU ce que on trouvait un peu dur au début, de nous imposer 50% à la relocation avec des personnes extérieures, ça marche. Et ça a garanti la stabilité de la composition sociale. Et c'est pour ça, avant que je repasse la parole à Alexandre, que lorsque nous sommes allés voir l'ANRU, certes, au niveau des services de la métropole, ils nous ont dit vous y êtes pas allé de main morte avec votre projet. Mais j'ai dit, parce que quand j'ai pris mes fonctions, moi je m'imaginais pas repartir pour un 2e ANRU national. Ceux qui connaissent un peu André Rossino savent que c'est difficile de lui dire qu'on ne repart pas quand il y a un appel à projet. Donc il m'a appelé, il m'a dit mon petit père, il faut repostuler. Alors je lui ai dit oui, mais une condition. C'est difficile de poser des conditions à André Rossino. Mais je lui ai dit ok, mais on va aller au-delà de ce que vous voulez, parce que on ne reviendra plus au guichet de l'ANRU, parce que je veux que ce quartier, avec l'office, avec le conseil d'administration, nous voulons que ce quartier redevienne un quartier ordinaire. Je remercie la politique de la ville parce qu'elle nous a permis de porter ce quartier-là pendant les années difficiles. Mais aujourd'hui, il ne faut pas compter sur un ANRU 3, un ANRU 4. Voilà, c'est pas possible. Voilà. Donc j'ai dit OK, mais on va y aller, mais on va tout traiter. Et on va traiter la recomposition sociale au fond pour que, à l'exemple de ce témoin, qui n'est plus un témoin, mais qui est un véritable morceau de ville que nous avons réalisé il y a 10 ans, on sait que ça fonctionne et que nous n'avons pas de détérioration de la composition sociale. Voilà. Donc on veut le transposer sur ce quartier existant. Là, il m'a dit, banco, on y va. Alors c'est vrai qu'au début, l'ANRU nous a dit, sans leur avoir présenté l'essence de notre projet, ils nous ont dit, vous sortez un petit peu des limites. On a travaillé, on les a convaincus, ils nous ont même accompagnés sur certains points, encore même au-delà. Voilà. Mais le but est de dire, je me souviens de Nicolas Grivel qui a dit, je veux que ça figure au compte-rendu, monsieur le directeur général, vous prenez acte de ne plus revenir à l'ANRU. Voilà. Mais c'est ça l'enjeu pour les habitants, parce que si c'est dans 10 ans, laisser filer parce qu'on n'aura pas retraité la recomposition sociale du quartier et se retrouver dans 10 ans avec les mêmes mots qu'aujourd'hui sur la partie existante, je veux dire, l'argent devient trop rare et voilà, il n'était pas pertinent de ne pas aller jusqu'au bout. Voilà. Et vous voyez, donc on a là au niveau des schémas préalables, on a proposé que les logements aient un véritable attrait, c'est-à-dire qu'il y ait des grands balcons orientés vers le sud, des cuisines attenantes au séjour, etc., les ascenseurs desservant chaque étage, qui est aussi une façon
et une superposition des typologies qui permettent d'avoir une diversité d'offres, quoi, à la fois pour le tilleul et pour le cèdre. Et pour le tilleul, donc c'est une recomposition des deux bâtiments ici, et puis c'est aussi le fait de laisser ce bâtiment-là, qui était le bâtiment dans lequel se trouvaient en partie des bureaux, enfin le centre d'affaires du Haut-Nancy, donc, qui est devenu maintenant, les bureaux passent au premier étage ici, et des activités des associations au rez-de-chaussée, en faisant le pari d'une opération privée, avec un partenaire d'ailleurs qu'on a rencontré à l'occasion du projet de la COP qui s'appelle Loft Company et qui ferait des lofts non pas dans une ancienne usine mais dans une partie de la barre du Haut du Lièvre. Donc en trouvant au fond un produit qui est un produit un peu spécifique associé à des friches un peu culturelles comme ça, de faire le pari, de le faire dans un quartier d'habitat social. Et on est allé avec Jean-François Hurt qui dirige Loft Company à plusieurs reprises sur le site et c'est une chose qui va se faire avec l'OMH, avec la métropole, avec les partenaires du projet, la Solorem, etc. Parce que si vous voulez, quand on travaille là-dessus, on travaille en vérité sur la ZAC qui est en face, qu'on a déjà aménagée, et dans lequel les terrains ne se vendent pas, quoi. Enfin, ne se vendent pas pour des privés. Et donc, il faut faire à la fois des opérations témoins, c'est-à-dire comme celle du nid, et poursuivre ça, mais en même temps agir sur le fait que les bars, et c'est pas seulement un problème d'aspect des bars, c'est un problème, est-ce que quelqu'un peut avoir envie d'habiter dans ces bars, et si on réussit, ou comme on va réussir cette opération des lofts, ça veut dire que ces bars deviennent un lieu enviable d'habitat. Parce que cette position dominante, plein sud, avec la vue à l'horizon, quoi, elle est juste extraordinaire. Et si là, il y a des appartements qui sont à vendre à un prix aligné sur le prix de l'ancien, même un peu médiocre, dans la métropole, eh bien, ça se vendra et les gens bricoleront leurs appartements et se feront des lofts avec une vue imprenable. Et si on réussit ça, avec ce qu'on a réussi aussi, c'est-à-dire la diversification des entreprises, parce que parallèlement à tout ça, des bureaux, des entreprises sont venus, tout ça, ça marche. Et voilà, on va avancer. Donc voilà, on réhabilite aussi les bâtiments, je vais très vite. On en construit de nouveaux, des maisons individuelles, mais en locatif. Donc c'est parce que pour faire cette opération, l'Office a besoin de reconstruire donc 200 logements nouveaux, donc qui vont être reconstruits au cœur du quartier. Et ça, c'est intéressant parce que la doxa de l'ANRU, c'était de dire on ne reconstruit pas de logements sociaux dans le périmètre. Or, parfois, il faut le faire pour permettre les reconversions. Donc, on voit bien que le projet permet aussi de revisiter les certitudes, reloger les occupants de la tour dans des bâtiments au pied de la tour pour permettre sa démolition et permettre aussi que les habitants de la tour puissent être logés sur place. Échanger les autres bâtiments, continuer cette transformation avec donc le planning, là, les maisons du nid, la transformation du tilleul du cèdre, mais aussi la construction d'autres opérations et le lien avec les restes du quartier. Donc il y a une présentation plus sophistiquée et plus complète, mais je peux m'arrêter là et puis imaginer qu'on... Puis après, on voudrait avoir voilà, les questions. Vous dire aussi que une question que vous pouvez légitimement vous poser, pourquoi on n'a pas profité pour mettre les 2 bars par terre? C'est juste qu'il faut que je reloge les gens. Moi, j'ai 1120 relogements à faire sur cette opération. Parce que ça a été la question de l'ANRU. Ils nous ont dit, pourquoi être pas aller plus loin puis y reconstruire? Économiquement, moi, je laisse par terre mon office. Et j'ai pas été nommé à l'office pour en être le fossoyeur, mais plutôt le développeur. Donc voilà. Donc à un moment donné, on a poussé le système jusqu'au maximum de ce qu'on pouvait faire. Mais ça veut dire que tout mon office, à partir d'aujourd'hui, il travaille en vase clos. C'est-à-dire que quand un logement se libère sur les
15 autres communes où nous sommes implantés sur la métropole sur les 20, nous l'utilisons pour le relogement. Ça veut dire qu'on a mis notre office dans un modèle qui est entièrement dédié à ce pari sur l'ANRU. Sachant aussi, avant de passer la parole à la Solorem, que 99,99% de ma vacance, ce qui était en soi une chance, elle était structurelle et elle était sur exclusivement ce plateau de haies sur les grands ensembles. Voilà. Je vais souligner, à travers l'intervention que je vais faire, le rôle qu'a joué Solorem en tant qu'aménageur, les missions qui lui ont été confiées et comment, dans la transformation du quartier, s'est opérée son intervention. Alors, l'aménageur a été sollicité en 2005 au travers de la création d'une ZAC et d'un traité de concession qui lui ont été confiés. Donc 2005, ça fait 14 ans. Et le projet n'est pas achevé. La ZAC est reconduite. Il y a une reconduction pour une quinzaine d'années. Voilà pour situer la durée. La transformation profonde engagée, elle a été bien entendu simultanément à la désignation d'un urbaniste, Alexandre Chemetov, qui travaille sur ce sujet et qui continue à travailler sur ce sujet. Une priorité a été fixée à l'aménageur et à l'urbanisme, ça a été de casser un double enclavement. Il y a un enclavement qui était par rapport au quartier périphérique et il y a un enclavement qui existait par rapport à la ville-centre. Donc, il y a eu un travail pour lier ce quartier au quartier périphérique. La ZAC a été créée, 120 hectares, donc c'est un espace immense qui auparavant était une carrière, donc c'était un endroit inaccessible et c'était une coupure par rapport à tous les quartiers environnants. Donc, créer la ZAC, ça a été permettre que tout un ensemble de voiries soient créées, de liens soient créés avec le reste du quartier. Et c'est ce qui a donné la stratégie de dire on travaille pour un plateau, pas seulement la ZAC qui est déjà de taille très conséquente, 120 hectares, mais pour l'ensemble du plateau, c'est 480 hectares. Donc là, il y a eu cette volonté de désenclavement, oui, qui concerne 3 communes. Le deuxième désenclavement qui est venu un peu plus tard, ça a été de rapprocher ce quartier du centre de la ville. Et donc, avec la création d'une ligne de transport à haut niveau de service et à cadencement soutenu, toutes les 5 minutes, qui permettent de relier la gare de Nancy avec ce quartier-là en fonction de la circulation, parce qu'on est en site propre, mais on est entre 11 et 14 minutes voilà. du plateau à la gare. La volonté affichée pour la ZAC, c'était de changer l'image du quartier, en passant d'un quartier qui s'appelait le Haut du Lièvre à l'idée d'un plateau, donc un espace beaucoup plus vaste. Aujourd'hui, c'est le quartier du plateau de Haye. Quand on parlait du Haut du Lièvre, on parlait d'une longue avenue, l'avenue Pinchard, 1 kilomètre, avec bordée par une succession de 2 grandes barres qui étaient adossées à un à-pic qui regardait vers Nancy. Et de l'autre côté de cette avenue, il y avait le Merlon qui fermait le quartier et qui empêchait d'accéder à la carrière. Donc le premier acte qui a été pris, c'est de raser ce Merlon. Ça représentait 800 000 mètres cubes à éliminer. Ces terres ont été recyclées pour niveler le terrain. Donc ça a été un travail considérable de première approche pour occuper ce vaste espace de 120 hectares. Comment faire changer l'image du quartier ? Alors, Alexandre Chemetov l'a évoqué tout à l'heure, c'était l'idée de faire entrer la nature dans la ville. Il s'agissait de faire en sorte que le paysage forestier lié à la forêt de Haye, toute proche,
pénètre à l'intérieur des aménagements et se diffuse dans toute la trame des espaces publics et privés. Ça a conduit à dire que pour ce quartier, qui était une carrière, 18 500 arbres ont été plantés. Des fossés, des noues bordent les voiries et recueillent les eaux de pluie en contribuant avec les toitures végétalisées ou plantées au traitement alternatif des eaux pluviales. Ça a été une marque imposée à toutes les voiries et à toutes les constructions qui ont été implantées sur le plateau. Deuxième axe, aménager des espaces publics qualitatifs et paysagers en créant de grands équipements. Alors, en termes de voirie, c'est 5 km de voiries qui ont été créées. Elles sont largement dimensionnées, avec des contre-allées, avec des stationnements sur chaque côté. Bon, les remblais, j'en ai parlé, donc avec l'idée d'une recherche systématique d'un équilibre entre les blais et les remblais, la valorisation des terres végétales, des rochers, des déchets verts. Donc toute une stratégie de gestion des déblais et des remblais. La création d'un grand parc boisé au cœur de la ZAC, un parc boisé d'agréments, de loisirs, de 10 hectares, et la création de terrains de sport. Tout le travail qu'a conduit l'aménageur a été d'anticiper l'urbanisation qui allait se produire dans le quartier, dans le but très précis de changer l'image du quartier. Les 2 points d'intervention majeurs pour un aménageur, c'est la vocation résidentielle, bien sûr. Donc on a rencontré de grandes résistances. On a sollicité les porteurs privés, les promoteurs privés, qui se sont montrés très timides par rapport et qui se sont progressivement retirés quand ils avaient manifesté des marques d'intérêt. Des résistances dues à la qualité qu'on attendait sur le plateau, qu'on attend toujours sur le plateau de la part des constructeurs, à des prix de sortie contraints, et puis à des idées qui étaient encore en tête chez les promoteurs. Donc, nouvelle impulsion donnée pour l'avenir, aller vers des constructions individuelles, sélectionner des promoteurs régionaux qui ont déjà une expérience dans la présence sur des programmes en quartier de la ville. Et c'est aussi modérer la dimension des projets, d'une vingtaine de logements, faire en sorte que ce soit à une dimension humaine et qui soit en rapport avec les possibilités d'absorption du marché. L'implication aussi de Solorem qui lancera un programme de promotion d'un immeuble collectif et de quelques maisons. La vocation économique, pour finir, on a travaillé sur ce secteur à la création d'une zone franche urbaine qui existait mais qui a été agrandie. C'est 35 000 m² qui ont été de surface de plancher qui ont été créés. Et la commercialisation a connu un rythme soutenu et continu. Aujourd'hui, il reste 20% de cette surface à commercialiser. Le quartier, c'est aussi, l'aménageur a dû aussi s'impliquer dans le nouveau pôle commerçant, puisque toute la trame commerciale sur le plateau a été obsolète et nécessitait une modernisation. Donc, vous voyez les différents aspects sur lesquels on est intervenu, en sachant que sous différents autres modes d'intervention, Solorem a été sollicité notamment par l'OMH pour construire, pour participer au pilotage opérationnel des 620 logements qu'il fallait construire dans un temps contraint. Et donc, Solorem a été sollicité pour ça. La métropole nous a confié l'aménagement des espaces publics hors ZAC. Là aussi, c'était un pilotage opérationnel. Le PARECA, on a été en partenariat avec le PARECA sur tout ce qui était les négociations commerciales pour la rénovation du tissu commercial. Et enfin, la nécessité pour Solorem d'intervenir dans un programme immobilier très important de bureaux de 11 000 m², là où un promoteur avait été défaillant. Et donc nous avons porté
ce programme qui s'achève maintenant, mais pour lequel il a fallu un investissement très fort. Voilà un peu le rôle de l'aménageur aux côtés et de l'urbaniste et de l'OMH et le bailleur et bien sûr de la métropole.